L'approvisionnement en eau à Madagascar a régressé de 60 ans, selon les politiciens, suite aux décisions récentes des dirigeants. Pour le parti Utkaf, le régime actuel n'a pas la volonté de redresser la société Jirama. Au contraire, il semble plutôt œuvrer à l'affaiblir davantage pour faciliter sa privatisation. À l'approche des élections communales, plus de 30 chefs de Fouktan et Petugatim ont été limogés et les fonctionnaires subissent des pressions pour soutenir le parti au pouvoir. La plupart des membres de la CED ont été remplacés par des membres du TGV, a dénoncé le député de Petugatim. Dans l'actualité internationale, 11 personnes ont été tuées et 48 autres blessées dans les frappes israéliennes sur des quartiers densément peuplés de Beyrouth jeudi soir, selon un premier bilan du ministère libanais de la Santé. L'approvisionnement en eau à Madagascar a régressé de 60 ans, selon les politiciens, suite aux décisions récentes des dirigeants. De nombreuses zones d'ombre subsistent quant aux mesures prises par le gouvernement pour fournir de l'eau potable à la population d'Antananarivo. Lorsque l'approvisionnement est interrompu, on justifie cela par l'insuffisance des réserves de la Jirama. Ensuite, les autorités ont pris la décision de prélever l'eau de la rivière Manchsez et ont assuré par la suite que cette dernière sera filtrée avant d'être distribuée à la population. Pourquoi la Jirama ne distribue-t-elle pas directement cette eau? Pourquoi opter pour un système de distribution qui favorise les longues files d'attente pour accéder à l'eau? Est-ce une question de rentabilité? À qui appartiennent les véhicules utilisés pour ce ravitaillement et à quelle entreprise appartiennent les bonbonnes censées approvisionner toute la ville? Ces décisions profitent-elles à certains acteurs économiques proches des autorités? Une autre interrogation porte sur le temps requis pour filtrer cette eau afin de garantir sa potabilité sans risque pour la santé. Ce processus est-il réellement suivi avec rigueur? À Utikaf, nous voyons un retour aux réalités d'il y a 64 ans. Bien que les dirigeants aient assuré réussir là où personne n'a pu en plus de 60 ans, il semble au contraire que nous reculons considérablement. Je crains que la capitale de Madagascar ne se retrouve bientôt dans la même situation que la région d'Anjoui, en raison des problèmes d'eau en 2024. La solution proposée par les dirigeants pour pallier ces difficultés se résume à faire la queue devant une citerne pour obtenir de l'eau ou à recourir à des bonbonnes. Il est nécessaire de rectifier le tir. Le régime actuel n'a pas la volonté de redresser la société Jirama. Au contraire, il semble plutôt œuvrer à l'affaiblir davantage pour faciliter sa privatisation. N'oublions pas que sous la Deuxième République, la politique d'ajustement structurel ou le PAS a ouvert la voie à la privatisation. Pour Utkaf, il est évident que tout est mis en œuvre pour affaiblir la société Jirama dans le but de la privatiser. C'est une manœuvre politique douteuse qui se cache derrière tout cela. Si les autorités voulaient vraiment résoudre les problèmes d'eau et d'électricité, cela aurait pu être fait rapidement. Cependant, le président semble privilégier une politique de spectacle et de fanfaronnade. Nous avons des ministères de l'énergie et de l'eau. Pourquoi ne prennent-ils pas l'initiative de régler ces problèmes? C'est Andras Wiln qui se présente comme le seul à vouloir les résoudre. Outre son statut de président de la République, il agit parfois en ministre. Et bientôt en quoi d'autre? En nettoyeur ou en secrétaire? Antananarivo n'est pas la seule région confrontée à des problèmes d'approvisionnement en eau. D'autres régions de l'île nécessitent également des solutions urgentes pour remédier à cette crise. À l'approche des élections communales, 5 chefs de Fouktan ont reçu une lettre de résiliation de la part de la préfecture de Touliar, à l'instar de 30 chefs de Fouktan dans le district de Petugatim. Ces chefs de Fouktan de Petuik ont contesté ces révocations devant le tribunal administratif et ont obtenu gain de cause.
Cependant, ce qui est surprenant, c'est que les responsables persistent à ne pas mettre en œuvre la décision du tribunal. Ces derniers soutiennent toujours que ceux qui ne partagent pas la vision des dirigeants doivent s'en aller. Voici l'ordonnance du tribunal administratif, mais le chef de district subit des pressions de la part d'élus ou de personnes nommées depuis Arena pour ne pas appliquer cette décision. Monsieur le Premier ministre, voici la preuve. Si vous le souhaitez, je suis prêt à vous la remettre en main propre. Sinon, vous pouvez également demander au chef de district qui souhaite appliquer l'ordonnance, mais craint les répercussions en raison des pressions exercées sur lui. En plus des chefs de Fouctan, les fonctionnaires font également face à des pressions et à des affectations illégales s'ils ne se conforment pas aux ordres des partisans de la couleur orange. Cette situation touche également les enseignants contractuels. La note de service qui affecte la personne date du 14 août 2024. Or, le contrat de cette personne stipule qu'elle est engagée en tant que contractuelle pour une durée de 6 ans. L'article 8 du contrat précise que si le titulaire du présent contrat prétend, pour quelque motif que ce soit, à une affectation ultérieure à celle où il a été initialement placé, le présent contrat est résilié. En d'autres termes, ce sont les autorités elles-mêmes qui compromettent la situation de cette personne en lui assignant un poste alors qu'elle n'est pas encore éligible à une affectation du fait de son statut de contractuel. Des manœuvres visant à faire élire les candidats pro-régime, orchestrées par les branches de la CENI, se manifestent également. La plupart des membres de la CED, la commission électorale de district, ont été remplacés par des membres du TGV. Cette personne a été remplacée pour des raisons d'incompatibilité. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est la CENI qui avance cette justification, apparemment sur la base de directives données par des candidats pro-régime ou des élus liés au régime en place. C'est la situation que nous observons dans le district de Betiouk. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la CENI, voici les preuves de ce qui se passe. Ce député a également souligné qu'il existe encore de nombreux autres cas similaires avec des preuves concrètes dans la localité. Les abus de pouvoir, les pressions et les menaces diverses sont monnaie courante pour les fonctionnaires. Madagascar n'est plus un pays démocratique et rien ne protège ces derniers des pratiques douteuses des dirigeants et de leurs partisans. Il n'est donc pas surprenant que le pays soit dans une situation aussi préoccupante compte tenu de ce manque d'éthique. De nombreux membres du parti Team Tiku Madagascar, qui souhaitaient se présenter comme candidats aux élections communales, ont été exclus à la dernière minute, selon les témoignages recueillis aujourd'hui. Les dirigeants du parti auraient fait preuve de népotisme dans le choix des candidats à représenter le parti. Nous avons été déconcertés par la situation. Pourquoi une personne qui n'a pas été membre du parti Tiku Madagascar depuis plusieurs années et qui a même poursuivi ses dirigeants jusqu'à nous-mêmes au sein de la commune d'Amboitmanzak, est-elle celle qui a obtenu le statut? Ce n'est pas que nous éprouvons des difficultés au sein du parti, ce qui expliquerait notre exclusion, mais il semble qu'il ait jugé que c'était la meilleure option. Nous n'avons jamais nui au parti, bien au contraire. À notre niveau, nous n'avons pas été exclus, mais la procédure n'a pas été suivie, ce qui soulève des questions. Peut-être y a-t-il eu des pratiques de népotisme qui explique ce résultat. En conséquence, de nombreux membres ont décidé de se porter candidats de manière indépendante après l'exclusion de leur parti, comme c'est le cas à Amboitmanzak. De plus, l'ancien maire d'Ivat, également membre du parti Team, a témoigné avoir été victime d'une exclusion similaire et a décidé de se présenter en tant que candidat indépendant. De telles pratiques s'étaient également manifestées lors des dernières élections législatives. Les procédures judiciaires malgaches sont fréquemment entachées par des actes de corruption, tels que l'usurpation de titres de magistrats ou les fausses déclarations d'individus se prétendant influents auprès du tribunal. Selon le syndicat des magistrats de Madagascar ou SMM, afin de lutter contre ce fléau, le gouvernement a mis en place une stratégie visant notamment à restreindre l'accès aux tribunaux.
D'autre part, le SMM a confirmé que le processus législatif dans le pays est complexe. En ce qui concerne la peine de castration pour les auteurs de viols sur mineurs, étant donné que les affaires judiciaires peuvent être portées de la première instance jusqu'à la Cour de cassation, le président du SMM a souligné que cette peine ne pourra pas être appliquée dès cette année. Le volume de dossiers de plainte pour viol est en augmentation, mais les modalités prévues par le code pénal restent lourdes. Il est nécessaire de se rendre au parquet, de passer par l'instruction et d'attendre la cour criminelle ordinaire. Bien qu'il y ait déjà eu des sanctions, l'application de la peine de castration est encore complexe. Il y a plusieurs échelons judiciaires, la première instance, la cour d'appel, puis la cassation. Une personne condamnée en première instance a encore le droit de faire appel jusqu'à la cassation. Ainsi, même si le texte a été adopté en 2023, il est impossible d'appliquer la peine de castration dès 2024, car l'affaire ne pourra parvenir à la cassation qu'en 2025 ou 2026. Un magistrat ne traite pas qu'un seul dossier à la fois. Cette peine ne sera prononcée que par un jugement rendu définitif, et nécessite d'autres procédures. L'Assemblée générale ordinaire du syndicat des magistrats de Madagascar s'est tenue aujourd'hui à Anoussi. L'objectif était d'examiner les moyens d'améliorer le fonctionnement général du système judiciaire du pays. Le départ du 45e Grand Rallye international de Madagascar a été donné aujourd'hui au Centre de conférence internationale CCIVAT où se tient parallèlement le Salon de l'Auto 2024. Cet événement vise à rassembler les pilotes de rallye de Madagascar et à promouvoir l'essor de ce secteur. Il entame sa 4e manche. Quatrième manche du championnat ici, avant-dernière manche. Il s'agit de la 4e et avant-dernière manche, la plus longue épreuve de l'année. Avec un coefficient élevé de 2, le rallye a toujours été un sport spectaculaire à Madagascar. Le but est de promouvoir le rallye malgache afin de gagner en notoriété internationale. L'objectif est d'attirer des pilotes étrangers sur le sol malgache, tout en encourageant les pilotes locaux à participer à des compétitions à l'étranger. Le secteur du rallye à Madagascar est en pleine expansion. Il y a un nombre croissant de pilotes passionnés. Cependant, le mauvais état des routes demeure un obstacle majeur. On observe une nette évolution du rallye chez nous, notamment avec l'amélioration du parc automobile, où l'on voit déjà des véhicules de type R5. On peut dire que nous avons désormais un plateau de qualité. Cependant, un effort d'amélioration des routes est nécessaire pour rendre la compétition plus agréable, comparée à l'étranger, où le rallye est une véritable profession. Pour nous, il reste avant tout une passion. Eux vivent du rallye dès qu'ils se lèvent, tandis que nous devons encore concilier notre passion avec le travail pour subvenir aux besoins du foyer. L'arrivée des concurrents en lice dans le Grand Rallye international de Madagascar est prévue le 13 octobre prochain.